Résumé de la saison passée du côté des Lakers, l'échec Westbrook bien évidemment. Qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire sur la franchise des Angelinos la saison passée? Écoute, les Lakers, que dire? Bah, déjà ce qu'on avait dit un petit peu avant de démarrer la preview des Knicks, c'est-à-dire que, l'an passé, on a fait partie, du trop grand nombre de gens et de médias qui ont un petit peu oublié certains b.a-ba, du basket, à savoir que, déjà 3 superstars, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une équipe qui gagne, encore faut-il qu'elle soit compatible et puis, les role players que les role players en général sont extrêmement importants dans la réussite d'une saison et malheureusement, les Lakers, on les a vus évoluer pendant, 2 ans, être, peu protéiformes et donc arriver chaque année avec une nouvelle forme et une nouvelle identité. L'année dernière, ils ont éclipsé, 5 joueurs de rotation pour ajouter Russell Westbrook, et puis on s'est dit, un peu comme tout le monde: «Bon, OK, ça paraît pas très cohérent. OK, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui paraissent un peu vieux». On était conscient que ces joueurs-là, comme Dwight Howard, comme Carmelo Anthony, on fait souvent l'erreur de les imaginer dans l'entre-deux entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont maintenant. Et en fait, souvent, la version de ce qu'ils sont maintenant est beaucoup plus proche de la fin que ce qu'on pensait. Et donc, assez naturellement, cette équipe s'est transformée en naufrage pour diverses raisons. Déjà, on a effectivement eu un Russell Westbrook qui trouvait pas sa place parce que, effectivement, l'association, LeBron James, Russell Westbrook, elle est un peu contre nature et même si on se disait en décorrélant les minutes, en les poussant à jouer plus off-ball, ils vont trouver des solutions, la vérité c'est que, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas et en plus, on a souvent dit que ça ne marchait pas, mais on a oublié qu'en fait, le trio, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis n'a quasiment pas joué ensemble, hein. Ils ont joué 21 matchs ensemble et encore, dans ces 21 matchs, il y a eu des blessures en cours de match qui font que des fois, Anthony Davis, LeBron James n'ont pas terminé la rencontre. Donc malgré tout, sur ces 21 matchs, ils en gagnent 11. Mais il y a le reste de la saison, il y a surtout le reste de l'effectif, c'est-à-dire qu'est-ce que donnent les Lakers quand ils ne sont pas là? Et grosso modo, c'était un petit peu catastrophique. En dehors de la pluie de blessures, on a eu des paris qui ont plutôt pas marché. Par exemple, le pari Kendrick Nunn, hein, qui n'a pas joué de la saison. On a eu, des vétérans qui, n'ont toujours pas retrouvé d'équipe cette année et il faut pas se demander pourquoi, hein, c'est qu'ils étaient pour la plupart en bout de course et au final, qu'est-ce qu'étaient les Lakers? C'est une équipe plutôt médiocre, et plutôt, qui ont passé leur saison à s'adapter. Anthony Davis qui rate, je crois 42 matchs ou 40 matchs et une attaque qui est, mauvaise, 21e, une défense qui est tout aussi, médiocre, 22e defensive rating, et une chute croissante tout au long de la saison pour au final réussir quand même l'exploit de finir 11e et de rater le play-in derrière les Spurs portés par le seul Dejounte Murray et quelques jeunes autour de lui, quoi. Donc le bilan est moche. À la fin, il y a, on va en parler un peu plus, hein, mais l'essentiel de l'effectif qui va être dégagé, hein, Carmelo Anthony, DJ Augustin, Kent Bazemore, Avery Bradley, Wayne Ellington, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Stanley Johnson, et j'en passe. Malik Monk aussi. Et Frank Vogel qui prend la porte après avoir gagné le titre il y a 2 ans, même moins de 2 ans, hein, vu qu'il part ouais, quasiment 2 ans après. Et on a un peu l'impression que, bon, même si effectivement il n'a pas forcément eu la créativité qu'on attendait de lui offensivement, il part pour sauver la tête de Rob Pelinka qui a fait un été assez désastreux et qui utilise le bouton habituel, c'est-à-dire virer le coach. Complètement, je te rejoins là-dessus. Virer le coach notamment, alors que les choix de Pelinka voilà, se trouvent quand même très critiquables. Je vous envoie bien sûr dans le chat la preview des Lakers signée Jérémy. Scott Rambis qui nous fait ça fait beaucoup là, non, effectivement ça fait beaucoup là. Tu l'as très bien dit, du coup la conséquence c'était une équipe assez médiocre, on l'a vu. Et à cette intersaison, toujours et encore le même problème qui résulte des choix de Pelinka, malgré bien évidemment le licenciement de Frank Vogel, pardon, je cherchais le terme, avec un Russell Westbrook intradable finalement, car peu d'assets à ajouter pour faire avaler un si gros contrat qui, en même temps, sur le terrain, possède une si faible valeur, j'ai envie de le dire, et certainement encore plus après cette saison avec laquelle Russell Westbrook a vu sur son nom jeter toutes les critiques, bien sûr, peut-être des fois aussi de manière un peu exagérée, on peut le dire aussi, peut voir aucune marge de manœuvre pour améliorer la situation établie. On va le voir du coup, ça donne pas mal de noms inconnus au bataillon aussi, il faut le dire. Pour ces Lakers,
cette intersaison avec notamment beaucoup de rookies non draftés. On va justement rentrer dans ce roster de manière un petit peu plus détaillée, bien évidemment, tout de suite avec le roster comme d'habitude. Je vous montre avant toute chose l'illustration signée Jordan QI Basket, bien sûr, avec LeBron James. On ne pouvait pas faire autrement et on retrouve ce roster, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Je vais vous citer bien sûr, une fois n'est pas coutume, tout le roster en commençant par le poste de meneur de jeu: Russell Westbrook, Patrick Beverley, Dennis Schroeder, Kendrick Nunn. Au poste d'arrière, Austin Reeves, Max Christie, Javante McCoy, Scottie Pippen Jr. Au poste d'ailier, LeBron James, Troy Brown Jr., Juan Toscano Anderson. Au poste d'ailier fort, Anthony Davis, Wayne Gabriel, Fabian White Jr., Cole Swider. Au poste de pivot, Damian Jones, Thomas Bryant et Jay Huff. Voilà pour le roster. Beaucoup de noms, comme je vous l'ai dit, que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous inquiétez pas. Il y avait 2 arrivées au poste de meneur qui sont beaucoup plus reconnues en les personnes de Patrick Beverley et Dennis Schroeder. On peut le dire. 2 arrivées. Alors, Dennis Schroeder, ça s'est fait vraiment bien après, alors qu'il avait déjà quitté la franchise il y a quelques années en refusant une extension à plus de 80 millions, il me semble. Et finalement, il signe au minimum vétéran. Vous appréciez l'ironie. Néanmoins, on peut le dire, Patrick Beverley, une première chose, un joueur qui semble quand même plutôt se mouler dans ce qu'on attend d'un roster autour de LeBron, Jérémy. Bah, c'est une des arrivées qui nous font dire que quand même il y a quelques joueurs qui sont dans le moule de ce qu'on pouvait espérer pour les Lakers. C'est-à-dire à la fois un meneur de jeu qui peut évoluer off-ball, c'est probablement une des principales raisons d'imaginer les deux associés. C'est Patrick Beverley est plus productif sans ballon qu'autre chose. Il apporte du shoot à longue distance. Alors oui, c'est pas la panacée, c'est pas un joueur qui vous fait du 38-40% tous les ans avec un volume de 6 ou 7 tirs, mais c'est quand même bien supérieur à l'ensemble du roster et à ce qu'on a pu avoir l'année dernière. Et puis, bah, ça apporte de la défense et on l'a vu l'année dernière, les Lakers c'était assez dramatique en défense. Ils ont besoin d'être au moins moyens pour pouvoir espérer quelque chose cette saison. Et vu qu'on a un effectif avec pas mal d'interrogations, au moins on a ce joueur dont on peut dire on sait ce qu'on va attendre de sa part, en espérant qu'il ne soit pas passé dans l'année où le déclin s'amorce trop brutalement. Oui, complètement. À côté de ça, Dennis Schroeder et aussi beaucoup de nouveaux jeunes ainsi que des rookies. Je vais faire la liste rapidement. Troy Brown Jr., Thomas Bryant, Damian Jones, Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker aussi qui s'est ajouté. Les rookies et beaucoup de noms draftés parmi les rookies: Max Christie, Javante McCoy, Scottie Pippen Jr., Fabian White. Là-dedans, Jérémy, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On a parlé un petit peu de Patrick Beverley qui, lui, est un profil intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres profils réellement intéressants et qui réussissent à cocher ces 2 cases de la défense et du shoot pour un petit peu améliorer cet effectif? Ou alors est-ce que c'est compliqué d'imaginer quoi que ce soit à ce niveau-là? Alors, il n'est pas nouveau, mais il y a aussi Austin Reeves qui a été peut-être une des seules satisfactions la saison passée. Qu'est-ce que tu vois comme profil dans ces joueurs? Pouvoir faire le cut, pouvoir avoir quelques minutes la saison et apporter dans quelques domaines qui soient. Effectivement, comme tu dis, déjà, il y a le rédacteur, pas très sérieux, visiblement, qui a oublié Lonnie Walker dans les arrières. Donc avant de parler des rookies, bah, je pense que Austin Reeves et Lonnie Walker sont appelés à avoir des minutes sur le poste 2. Même si on imagine déjà qu'en fait dans les meneurs de jeu il va y avoir beaucoup de rotation avec 2 meneurs à mon avis, hein, parce que les 4 joueurs, je pense, Dennis Schroeder, Kendrick Nunn, Patrick Beverley ou Russell Westbrook, sont amenés à jouer et sont plutôt compatibles, hein. On peut imaginer des rotations avec Kendrick Nunn et Patrick Beverley aux côtés de LeBron. On peut imaginer des duos entre Russell Westbrook et Kendrick Nunn ou Patrick Beverley. Et ensuite, on a ce poste 2 où on sait déjà que Austin Reeves, bah, il apporte de la défense. C'est un très bon défenseur. On peut imaginer que vu qu'il a fait une première saison plutôt encourageante l'année dernière, il va progresser cette saison et que lui aussi, a priori, devrait être dans la rotation. Lonnie Walker qui a reçu quand même un salaire plutôt intéressant, en tout cas le plus gros salaire que pouvaient donner les Lakers cet été. Il l'a récupéré, donc on imagine qu'ils ont des attentes autour de lui, même si bah, le joueur que beaucoup de fans des Spurs ont imaginé pendant ces 4 années de contrat rookie, bah, a priori, il n'aura pas lieu, mais s'il arrive à utiliser
capacité athlétique en défense et régulariser son shoot. Chose qui n'est pas encore faite aujourd'hui, hein. On a souvent l'image d'un joueur qui est capable de tirer à 3 points, pas du tout. C'est un joueur, je crois, qui shoot à 34% en moyenne à carrière et qui était à 31% l'année dernière. Donc pas si voilà, faut pas avoir l'attente trop forte. Et concernant les jeunes joueurs, on a éventuellement, alors c'est ce que je disais dans la preview, Max Christie et Javonte McCoy qui peuvent effectivement prétendre à des minutes parce que soit ils sont corrects en défense, soit ils apportent un tir à longue distance. Mais c'est des joueurs qui, en termes de talent, vont avoir beaucoup à prouver et qui, s'ils ont une opportunité, ils l'auront probablement pour pallier à des blessures. Et donc, ce ne sera pas bon signe pour la saison des Lakers. Et Ah, après, vas-y. oui, je Oui, t'écoute. j'allais dire à l'intérieur, je rajouterais peut-être un Damian Jones qui, certes, a un profil de rim runner, protecteur de cercle assez basique, qui reste intéressant en termes de défense potentiellement à avoir à côté d'Anthony Davis ou au moins en relais, selon comment, bien sûr, les Lakers joueront peut-être en small aussi, et Thomas Bryant en backup. Malgré ça, et je sais pas, tu me diras si tu auras d'autres profils à rajouter, il y a aussi quand même alors voilà, ce manque défensif, mais ce manque de shoot à 3 points. Les seuls joueurs que tu voyais potentiellement apporter en termes en termes de moyenne, on va le voir bien sûr, c'est dans la preview, je vous invite à la lire. Finalement, ce sont des shooters qui ont prouvé que sur des échantillons moyens ou faibles, et ça tend à être nuancé. Et je cite bien sûr Jedi Padawan qui nous dit Beverly est le meilleur shooter du roster. Moi, j'aurais peur. Est-ce que tu es de cet avis-là? Est-ce qu'il y a encore ce manque au shoot que tu commençais à aborder? C'est un peu effectivement le constat. C'est vrai que quand je parlais des jeunes, tu vois, déjà de base, Damian Jones et Thomas Bryant, j'ai déjà plus de mal à les voir comme des jeunes joueurs dans l'effectif. Alors, bon, on est Oui, sur des c'est sûr. vétérans un peu racés, et donc du coup, on sait à peu près à quoi on va s'attendre. Mais oui, effectivement, Patrick Beverley est le meilleur shooter du roster. Et à côté de ça, on a des joueurs qui sont présumés éventuellement être des shooters corrects ou des bons shooters. Donc dans les shooters présumés qui ne le sont pas, j'amorçais un petit peu avec Lonnie Walker, mais on a par exemple Troy Brown qui pourrait être peut-être la principale rotation derrière LeBron sur le poste d'ailier. C'est un joueur, oui, l'année dernière, on peut se dire, il a approché les 36%, qui sont un petit peu la bascule entre un shooter pas rentable et un shooter qu'on commence à craindre, mais en fait, il l'a fait qu'une saison et il l'a fait dans une équipe des Bulls qui tournait plutôt bien. Donc on peut se dire, ça va pas le faire. Même chose pour Lonnie Walker. Kendrick Nunn, a priori, on peut attendre de bonnes choses de ce côté-là, mais lui aussi, il n'y a que 2 saisons. Et en fait, sur ces 2 saisons, il n'y en a qu'une où il est au-dessus de ce cap symbolique des 36%. Donc en fait, oui, c'est vrai, le meilleur shooter, c'est Patrick Beverley. En fait, c'est le seul qui a une carrière de shooter. Et alors, le hasard peut-être veut que la seule saison où il a shooté à un pourcentage assez faible, c'est l'année dernière. Donc ça aussi, il faudra s'en méfier. Est-ce que c'est pas le début d'une petite chute? Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de joueurs sur lesquels on peut vraiment compter dans ce registre. Par exemple, Thomas Bryant, qui était le troisième exemple que j'utilisais, c'est un joueur dont on peut se dire, ah, il a fait une saison à 40%, sauf que la saison à 40%, le volume, c'est moins de 2 tirs par match, et il a joué 10 matchs sur cette saison-là, donc je trouve que c'est assez symbolique du coup qu'il risque d'y avoir en termes de capacité à écarter le jeu, ce qui est bien dommage quand on a Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis dans le roster, quoi. Guillaume qui nous dit LL est à un trait de près d'être bon. Pensez aux buyouts. On va y venir. Parce que à toutes ces problématiques-là et ces non-réassurances, si je puis me dire, si je puis m'exprimer ainsi, niveau roadster et tous les joueurs qui peuvent accompagner ce Big Three, il y a aussi toujours cette difficulté de se poser, c'est l'éternelle question depuis l'arrivée de Westbrook aux Lakers. Est-ce que c'est réellement viable de pouvoir aligner les deux sur le terrain? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que il n'y a finalement pas eu un échantillon assez significatif pour qu'on puisse avoir réellement une adaptation des deux joueurs la saison passée? Tu le disais en intro, finalement, les trois joueurs ont joué que peu de matchs ensemble. C'est aussi un nouveau coach qui peut potentiellement créer des choses différentes que Frank Vogel. Toute cette problématique-là autour de Russell Westbrook, est-ce que tu y vois un possible? Malgré tout, on sait à quel point il est difficilement tradable, mais comme nous le disait Guillaume, il lui reste que peu de saisons, voire
une seule année, il me semble, sur son immense contrat, une saison ou deux. Ça peut-être se buy-out dans une autre franchise. Est-ce que vraiment on peut encore espérer quelque chose avec Russell Westbrook du côté des Lakers, ou sans la porte de sortie d'un trade, on ne peut pas imaginer d'upside pour cette franchise? Ouais. De manière assez pragmatique, donc pour donner déjà les chiffres, l'année dernière, ils ont joué, comme je disais, 21 matchs ensemble, ils en ont gagné 11 et ils ont joué plus de 3 matchs consécutifs, enfin 3 matchs consécutifs ensemble, 3 fois dans la saison. Donc on peut dire que finalement, à leur décharge, ils ont eu une expérience collective et commune tous les 3 assez faible, et en plus dans un jeu où à chaque fois il y avait des retours de blessures dans les matchs, où ils jouaient ensemble. Donc bon, ils ont eu 11 victoires sur les 21 matchs, donc c'est un peu plus de 50%. Et si on prend juste les chiffres, finalement, l'an dernier, les Lakers, ils ont gagné 33 matchs sur 82. Donc ils ont eu 49 défaites. Ce qui fait après 40% de victoires. Finalement, déjà, on peut dire que 11 sur 21, finalement, c'était la meilleure partie de la saison pour eux, quoi. Donc, en soi, on peut se dire, est-ce que avec un coach qui a des idées, parce qu'apparemment David Ham aurait des idées pour les faire jouer ensemble, et il pense pouvoir créer une synergie entre LeBron et Russell Westbrook. C'est du média day, mais c'est ce qu'il a dit. Donc oui, en soi, on peut se dire, maintenant qu'ils y sont, maintenant que le trade a échoué, parce qu'ils ont essayé tout l'été de se séparer, et ils avaient tous envie de se séparer, finalement, le mieux, c'est de se dire, on repart avec de nouvelles résolutions et on essaie de faire fonctionner ce trio. Parce que si vous avez pris Russell Westbrook pour immédiatement le mettre sur le banc, on sait déjà que la saison, elle va être compliquée, quoi. Oui, alors ça aussi, moi, c'était toujours l'aspect sur le banc, etc. On a eu des déclarations qui pourraient faire comprendre que voilà, Darvin Ham, on l'a bien marketé comme un coach dur, etc., qui n'hésitera pas à faire passer les besoins de l'équipe avant, etc. Peut-être y voir des possibles de bench du côté de Westbrook, quitte à se mettre le joueur à dos. Ah, c'est Palinois qui nous dit: lâche les pics, Rob, RW est en fin de contrat. Répondez à ma question. Encore une fois, ça reste une possibilité. On a aussi eu Shams dernièrement qui disait, c'est hier d'ailleurs, il me semble, qui laissait entendre que voilà, les Lakers, encore une fois, annonçaient potentiellement un trade incroyable, etc. Bon, prudence et mère de sûreté, comme on dit chez les plus de 80 ans. On verra bien. Il y a eu déjà pas mal d'annonces faites dans ce sens et rien réellement de concret à se mettre sous la dent. Avec une autre question et une autre problématique, et je me base sur le commentaire de Tom. Encore une fois, vous pensez vraiment que LeBron et AD vont jouer plus de 60 matchs? Autre facteur difficile, parce que c'est vrai que tu as raison, hein, et j'essayais aussi d'orienter la chose comme ça vis-à-vis de la preview pour qu'on ne soit pas que dans le négatif vis-à-vis de ces Lakers. On connaît comment sont certains de leurs fans, n'est-ce pas? Néanmoins, c'est vrai que quand tu disais qu'il y avait peut-être un petit peu d'espoir et d'upside dans le fait qu'ils puissent, le Big Three, et notamment LeBron et AD, jouer un petit peu plus de matchs ensemble, il y a quand même cette problématique de la santé. Anthony Davis, maintenant, c'est difficile. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est enfin difficile dans l'idée publique qu'on s'en fait de le considérer comme un joueur fiable, puisqu'il y a quand même beaucoup eu du mythe Anthony Davis et moins de la réalité terrain quand il est sur le terrain. Voilà, là est toute la problématique. Deux joueurs du coup, Anthony Davis, LeBron James, qui ne renvoient pas les meilleures réassurances en termes de santé. Est-ce que, en fait, même s'il réussissait à jouer 60 matchs, c'était la barre symbolique que Tom nous proposait, même dans ces cas-là, est-ce que les Lakers ne prendraient beaucoup trop de retard, en fait, avec plus d'une vingtaine de matchs des deux joueurs potentiellement sur le flanc? Est-ce qu'on peut imaginer les Lakers avoir des résultats sans l'un ou l'autre des deux joueurs? Ça semble compliqué. Magic, J32LA, bien sûr, Magic. Grosse dédicace à toi. Il faut que je te réponde sur Line, je suis désolé. Le roster est tellement déséquilibré qu'on dirait un roster de fantasy construit par N5. Voilà, j'ai mérité. Je ne t'ai pas répondu depuis 3 mois, donc c'est mérité. Mais je tiens à dire que je n'étais pas ridicule en FL, loin de là.
Fun fact sérieux, nous dit Guillaume. Darvin Ham, le coach des Lakers bien sûr, est le joueur après qui est nommé le fameux système en Hammer Popularize par les Spurs, sauf qu'à la base, c'est George Karl qui le fait pour Darvin Ham à Milwaukee. D'accord, ça c'est un très bon fun fact, très intéressant, très nerdy, mais c'est notre public, donc c'est parfait. Faut pas critiquer les Browns sans Davis à l'intérieur, ils sont à poil, c'est aussi la problématique du roster qu'on évoquait tout à l'heure avec Jérémy. Jérémy, quel mot potentiellement pour conclure sur ces Lakers? Bien sûr, tous ceux qui regarderaient la rediffusion, je vous renvoie à la preview écrite sur qbasket.net et bien sûr avec le lien disponible dans la description et dans le chat pour ceux qui nous rejoindraient dans le chat. Jérémy, un mot pour conclure sur ces Lakers. On a été très négatif. Est-ce que tu les vois accrochés? Est-ce que tu les vois dans la bataille pour le play-in et ses play-offs? Est-ce qu'on y croit encore malgré tout? Il y a quand même LeBron James, Anthony Davis. Est-ce qu'on refait le coup de la saison passée? Déjà le play-in, bon, il faut se rendre compte que quand même, là, cette saison, l'Ouest est quand même assez faible. Il y a beaucoup d'équipes qui vont tanker, donc normalement, ils ont les armes pour jouer au moins le play-in cette année, à moins qu'il y ait vraiment une équipe qui explose son plafond, mais a priori, sur le papier, ça ne paraît pas trop possible. Donc oui, les Lakers ont les moyens d'arriver au moins au play-in. On sait, en voyant le roster, qu'ils vont être extrêmement dépendants de la santé de leur trio, particulièrement du duo LeBron James-Anthony Davis, parce qu'il y a un manque de talent évident, parce qu'il y a un manque de potentiel défensif évident, et que si les Lakers ont été champions il y a quelques années, c'est parce que même dans les minutes où LeBron, Davis devaient se reposer, il y avait une équipe qui était extrêmement cohérente et extrêmement solide. Donc ça va être absolument nécessaire d'arriver à trouver un moyen d'équilibrer le roster et en même temps d'avoir la santé qui a été absente les 2 dernières saisons. Je pense qu'il va aussi falloir retrouver ce qui a peut-être manqué à l'équipe ces dernières saisons, c'est que tout le monde soit aligné dans le projet. Et alors, je vais parler d'un truc que j'ai absolument pas évoqué pour le moment, mais pour moi, un exemple du moment où les Lakers ont commencé à dérailler en tant que franchise, c'est ce moment où ils vont sur le marché des buyouts, ils signent André Drummond. Visiblement, Frank Vogel ne veut pas le titulariser et la franchise lui impose de le positionner titulaire dans l'espoir de le garder l'année suivante. C'était un choix qui était absolument désastreux, alors qu'il y avait Marc Gasol qui correspondait beaucoup mieux à ce dont l'équipe avait besoin dans l'effectif. Et malheureusement, l'année dernière, on a l'impression que ça a été encore un peu le cas, c'est-à-dire qu'on a un Frank Vogel qui a voulu renvoyer Russell Westbrook sur le banc dans les moments où il y avait Anthony Davis et LeBron James pour essayer de rééquilibrer l'effectif. Russell Westbrook a refusé, Frank Vogel n'a pas réussi à imposer sa vision. Et cette année, on a un nouveau coach qui dit en gros, avec le soutien de la franchise, que si c'est nécessaire, il pourra faire ce qu'il veut pour remettre le roster sur les bons rails. Donc est-ce que ça veut dire que toute la franchise a retrouvé une forme d'alignement et que les Lakers vont pouvoir tirer le meilleur de leur potentiel, ou est-ce que c'est juste un coup de com' qu'on a tous les débuts d'année et on va avoir une équipe qui va encore garder des rotations qui ne fonctionnent pas voilà, s'embourber dans les mêmes problèmes. Je pense qu'il y a autant aujourd'hui qui se joue sur le côté terrain que sur le côté collectif de la franchise. Et malheureusement, vu le cirque que ça a été depuis 2 ans, c'est pas gagné. Tu fais bien de le préciser, c'est quelque chose qui est très souvent en termes de fans et nous supporters, je trouve, on a tendance à oublier. Il faut bien penser que, et encore plus je trouve dans ces gros marchés et ces immenses franchises médiatiquement extrêmement porteuses et mises sur le devant de la scène, faut toujours penser que les coachs n'ont pas forcément toutes les mains libres ou beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer aussi en termes sportifs. Il y a des choses où l'EFO choisit certains joueurs, etc. Et c'est difficile de pouvoir désavouer le front office publiquement. Donc effectivement, nous, en termes purement sportifs, ça fait des mois, et depuis la venue de Russell Westbrook, qu'on souhaite le voir plus justement avec le banc, parce que c'est un joueur de plancher et qui, dans la création collective, pourrait amener un niveau minimal dans le banc et il pourrait y avoir une complémentarité beaucoup plus simple à trouver avec un Russell Westbrook qui viendrait du banc. Alors, hormis l'ego du joueur à gérer, et c'est déjà quelque chose, hein, bien évidemment, je sous-estime pas du tout cette partie-là, mais si vous n'avez pas le front office derrière vous en tant que coach, ça peut tout très vite tourner au vinaigre.
encore plus dans des grands marchés comme ça qui médiatiquement voilà, font des dramas à ne plus savoir quoi en faire. C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire et effectivement tu fais très bien de le rappeler Jérémy, c'est des choses qu'il ne faut pas sous-estimer et peut-être, tu l'as dit, un changement entreaperçu jusque-là. Alors est-ce que c'est voilà, Media Day, hypocrisie de la communication qui fait dire ce genre de choses ou réel changement dans la franchise, on le verra très vite. En tout cas, on le répète, Russell Westbrook, dernière année de contrat, c'est aussi peut-être tradable si les Lakers venaient à mettre des pics de draft dans l'échange, histoire d'avoir vraiment un intérêt pour une autre franchise de le prendre. Des pics de draft, je crois que de disponibles chez les Lakers, il y a 2025-2027 ou 2027-2029, je ne sais plus exactement. Mais c'est quelque chose comme ça qui peuvent être intéressants, avoir une grosse valeur, puisque l'après LeBron James, l'après Anthony Davis, ça peut être vraiment un cimetière. C'est ce roster des Lakers, et sportivement, ça peut être très compliqué. Donc ça peut avoir une bonne valeur. Des choses à voir. On n'est pas au bout de nos peines, en tout cas, avec ces Lakers. Ça dépend des coachs de ces gros marchés. Smiley qui pleure assez parler de moi, qui vraiment aura poursuivi son lobbying anti-Thibodeau jusqu'au bout. Julius et Evan et du filler et on leur prend Russ sans pique horrible là, vraiment tu ferais tout pour t'enlever ces deux épines du pied. Je vois le fan en détresse en toi et ça me fait beaucoup rire, j'en suis désolé. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? On peut, mec. Juste question, du coup, que je te retourne. Tu les vois combien, les Lakers cette saison? J'ai beaucoup de mal, et quand j'ai beaucoup de mal, je fais des choses, je mets entre deux eaux, histoire d'être sûr d'être ni complètement en tort, ni complètement avoir raison. Je me dis, j'ai tellement de mal à parier contre les Browns. Pour l'instant, et j'ai pas réfléchi complètement à mes spots, donc je referai ça à la fin des previews, je pense, officiellement. Comme ça, je pourrais me faire saquer par tout le monde, mais ce sera rigolo. Je pense aux alentours de la 9e place. 9, 8, 7, quelque chose comme ça. Je me dis, pas une dégringolade aussi forte que la saison passée. Mais néanmoins, pas les moyens non plus de faire beaucoup mieux en pariant sur un petit peu une meilleure santé des joueurs en place, notamment de LeBron, et aussi un petit peu plus d'intérêt. Une chose qu'on n'a quand même pas citée, c'est vrai que LeBron faisait une grosse saison l'année dernière offensivement, défensivement, et on se demandait pourquoi il y avait aussi peu d'impact. Défensivement, c'est plus le manque d'effort à ce niveau-là de LeBron, c'était vraiment un abandon collectif quand même. Donc c'est aussi à remettre en question. On espère voilà, que la franchise sera dans des eaux assez bonnes en premier lieu en débutant la saison pour qu'il puisse ne pas lâcher aussi rapidement. Parce que peut-être que de son côté, lui joue une toute autre legacy. Hein. On parlait bien évidemment du record de points en carrière détenu par un autre Lakers en la personne de Kareem Abdul-Jabbar et qui pourrait aller chercher, il me semble que c'est 28 points de moyenne sur une cinquantaine de matchs, quelque chose comme ça, à vérifier là pour le coup. Hein, C'est moins que ça, c'est fait déjà, je pense. c'est oui, ouais. Alors, a priori, il devrait pouvoir les atteindre. Donc peut-être que s'il ne joue que ça, les Browns, ce sera encore un navire en perdition, mais j'ai du mal à parier contre. Qu'est-ce que tu en dis, toi, à peu près? Est-ce que tu as déjà fait ton bracket? Je sais qu'on a des tableaux chez QI qui traînent pour le faire. Ouais, mais personne l'a fait visiblement. Non, non, j'ai pas fait, mais je les vois bien ouais, entre le spot de playoff et le spot de play-in, donc entre 8 et 10. J'ai du mal à les voir en playoff naturellement, quoi. Je les vois pas 6-7e. Ouais, le top 6 à l'ouest cette saison, il y a de grosses écuries. Alors, il y a pas mal d'écuries de franchise avec des retours de blessures, des incertitudes, des interrogations. Malgré tout, il y a quand même une concurrence un peu relevée dans le top 6 au moins, quoi. C'est ça. Là où à l'Est, c'est un petit peu plus étendu. On va s'arrêter là-dessus en tout cas. On a à peu près tout dit sur ces Lakers. Encore une fois, dans la rediffusion, n'hésitez pas à aller voir dans la description que ce soit le lien sur la preview, mais aussi pour nous rejoindre sur Twitch. On se retrouve tous les soirs de la semaine en live de preview par soir. Il nous reste au moins la moitié à faire. Donc, vous n'avez rien raté. Et puis, pour tout le reste, bien sûr, il y a tous les replays dispo sur la chaîne YouTube. Mais si vous en êtes là, c'est que vous le savez déjà. Merci à toi, Jérémy.
également.